3 heures d'avion et nous voilà à Saint-Pétersbourg, la Venise du Nord, née en 1703 de la volonté du tsar Pierre Ier, dit Pierre le Grand. Tout voyageur sensible à la jante féminine relève que les femmes russes s'habillent au quotidien comme si elles allaient à une réception, mais c'est surtout vers 17 heures que les talons aiguilles et autres loups-boutins apparaissent. Je vous invite à découvrir Saint-Pétersbourg de la place Vostania, toujours surmontée de l'étoile rouge, au musée de l'Ermitage et à la Neva, en remontant sa colonne vertébrale, la Nevski, comme on dit ici. Le palais néo-baroque, Beloselski, jadis propriété d'un participant à l'assassinat de Raspoutine, abrite un centre culturel. Dans un écrin art nouveau et derrière une vitrine animée, la célèbre épicerie Eliseïev propose des produits de bouche raffinés, notamment français. Elle semble bien loin à l'époque de l'URSS où les babouchkas faisaient la queue pour quelques kilos de pommes de terre. Derrière l'imposant théâtre Alexandra, du nom de l'épouse de Nicolas Ier, l'architecte italien Rossi, adepte de la symétrie, aurait construit la rue idéale, d'une largeur égale à la hauteur des édifices et d'une longueur 10 fois supérieure. Dans le quartier Nouvelle-Hollande, le campanile et la cathédrale baroque Saint-Nicolas des Marins furent édifiés en 1752 sur commande de l'impératrice Élisabeth. À l'intérieur, 2 églises sur 2 niveaux, mais photos interdites. Au XXe siècle, le prince Félix Yusupov s'est marié avec la nièce de l'empereur Nicolas II avant de participer le 30 décembre 1916 au complot historique contre Raspoutine qui fut tué en sous-sol, comme le montre cette reconstitution avec les acteurs du complot et le moine barbu. Au service des tsars depuis le XVe siècle, la famille Yusupov fut propriétaire de ce palais de 1830 à la Révolution de 1917, qui miraculeusement ne toucha pas à ce patrimoine.
Cette descendante vit aujourd'hui en Grèce. Dans ce théâtre de 192 places sont donnés concerts et spectacles. L'intérieur le plus exotique est le salon mauresque, peut-être une allusion aux origines orientales et musulmanes des Yusupov. De retour sur Nevski, passages secrets et galeries marchandes se succèdent. La compagnie des machines à coudre Singer fit édifier en 1902, à des fins publicitaires, ce bel immeuble surmonté d'un dôme. Il abrite aujourd'hui une librairie. Juste en face, la cathédrale Notre-Dame de Kazan, qui abrite l'icône miraculeuse de la Vierge de Kazan. Elle aurait assuré la victoire des Russes sur les envahisseurs polonais en 1612, permettant ainsi au premier des Romanov d'accéder au trône. Pierre le Grand fit transférer l'icône de Kazan à Saint-Pétersbourg en 1710. La piété des fidèles devant les icônes est très prégnante. L'autel est en argent martelé. On voit ici la tombe du maréchal Koutouzov, chef de l'armée russe pendant la guerre contre Napoléon. Шлют привет тебе яркие клены. Как живешь ты, моя дорогая, вчера? Шлют привет тебе яркие клены. De l'autre côté de la Nevski, l'église du Saint-Sauveur sur le sang versé. Cet appendice se situe à l'endroit exact où fut assassiné le tsar Alexandre II en 1881. Destiné à célébrer ce drame, cet éclatant monument de style néo-russe est l'œuvre du français Alfred Parlant. Chef-d'œuvre de l'art des mosaïstes russes, l'église abrite 7000 m² de mosaïques. Зимнего мгла непогодина, а над Исаакием свет. Родина, Родина. Le baldaquin marque l'endroit où le tsar fut mortellement blessé. Родина, Родина, где наш июльский рассвет? Cette superbe iconostase est en marbre italien et pierre de l'Oural. Грустно, но очень приветливо нам улыбаются львы.
Грустно, но очень приветливо нам улыбаются львы. На Петропавловке грянула полдень, а солнышка нет. Заново, заново. Вот, да. Ce palais fut édifié en 1753 pour le comte Stroganov, propriétaire des usines et des salines de l'Oural. La remarquable statue équestre de Nicolas Ier n'a que 2 points d'appui. Давайте телефон, Мишель. Лене телефон дайте. Le dôme de Saint-Isaac, qui culmine à plus de 101 mètres, offre une vue à 360 degrés sur la cité des Tsars. De dimension colossale, 111 mètres de long, 97 mètres de large, la cathédrale Saint-Isaac est l'œuvre du français Auguste Montferrand. Bâtie comme toute la ville sur un sol marécageux, sa construction a nécessité 24 000 pilotis. 400 000 serfs et paysans, dont un tiers mourut de maladie ou accident, participèrent à son édification. On aime se faire photographier devant la statue équestre de Pierre le Grand, symbole de la ville. Elle voisine avec l'amirauté, dont le haut relief de la porte d'entrée évoque symboliquement la création de la marine russe. Avec la place du palais, s'achève la perspective Nevski. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. La place est encadrée au nord par l'Ermitage, un palais somptueux commandé par la tsarine Élisabeth en 1754. L'escalier d'honneur, majestueux, ouvre sur une enfilade de 5 salles destinées aux grandes cérémonies de la cour. Dans la salle Saint-Georges se trouve le trône des empereurs de Russie, surmonté d'un bas-relief représentant Saint-Georges terrassant le dragon, patron des armées russes. La galerie de la guerre patriotique, aménagée en l'honneur de la victoire sur Napoléon en 1812, est décorée de 332 portraits de généraux ayant participé à la campagne de Russie.
Dans la salle du pavillon, l'horloge Pan, réalisée par l'anglais James Cox, attire tous les regards. C'est donc sur un écran que nous découvrons son extraordinaire mécanisme. Catherine II est la fondatrice de la fabuleuse collection de tableaux pour laquelle elle fit construire des annexes, petit et grand Ermitage, entre 1771 et 1851. Les collections comptent 3 millions d'œuvres. À raison de 1 minute devant chaque tableau, il faudrait 8 ans pour en faire le tour. L'art français, du XVe au XXe siècle, occupe plusieurs galeries. Lui seul retient vraiment notre attention après 4 heures de déambulation. Sur la place du Palais, la colonne Alexandre Ier, le vainqueur de Napoléon. L'arc de triomphe situé sur la façade de l'état-major, 580 mètres de long, évoque aussi la victoire russe sur Napoléon. Dans cette ville de fleuves et canaux, impossible de résister à l'attrait d'une balade nautique. Nous rejoignons la Neva en naviguant entre les palais de l'Ermitage. En face, les colonnes rostrales qui servaient autrefois de phare et l'île de la forteresse Pierre et Paul. La forteresse Pierre et Paul, le berceau de la cité, fut aménagée en 1703 sur l'île aux Lièvres. Elle fut tout à la fois prison redoutable, cathédrale et mausolée des tsars. L'iconostase est en bois doré. La chaire est tout à fait inhabituelle pour une église de rite orthodoxe. Dans cette chapelle eut lieu en 1998 une dernière cérémonie funéraire en l'honneur de Nicolas II, de sa famille et de ses serviteurs, assassinés en 1918 à Ekaterinbourg. Leurs restes furent retrouvés en 1979, puis identifiés à partir de 1991. À quelques exceptions près, tous les tsars et les membres de leur famille reposent dans la nef. La flèche est surmontée d'un ange armé d'une croix. Depuis 2002, l'hymne « Dieu protège le tsar » a remplacé l'hymne de l'URSS. Inaugurée en 1991, cette statue d'un Pierre Ier à la petite tête est totalement disproportionnée. La porte Saint-Pierre ouvre sur la Neva et la plage où les morses aiment se prélasser en hiver. Nous avions espéré déjeuner au calme dans l'une des rares rues piétonnes de la ville, mais c'était sans compter la fête nationale du 12 juin.
Sur la place des Arts, Pouchkine nous invite à reluquer les belles cylindrées, mais surtout à découvrir les icônes du musée russe. Depuis la conversion de la Russie au christianisme en 988, l'art des icônes, transmis aux Russes par les moines grecs, a été florissant. Tantôt sobres et sombres, tantôt revêtus de couleurs vives avec moult détails, tantôt encore naïves, les œuvres séduisent par les expressions des personnages. Непокорные сестры и братья, жаль, Казанский стоял без креста, простирая России объятия, и священные песни побед, и священные слезы утраты тех великих, трагических лет навсегда будут в памяти святы. Мой Петербург, не будем унывать, у нашей Родины достойные награды. Мой Петербург, не будем забывать, все ленинградцы родом из блокады. Пусть шумят и цветут города, с нами Бог и победа за нами. Никогда, никогда, никогда россияне не будут рабами. Пусть Исаакий плывет над Невой, пусть Фонтанка пестрит. Sur le champ de Mars, quelques étudiants et professeurs célèbrent la fin des examens. Au XIXe s'y déroulaient les parades militaires. Après la Révolution, le lieu devint un cimetière. Depuis 1957, y brûle une flamme éternelle. Dans la rue des Millionnaires, autrefois habitée par les aristocrates et les membres de la famille impériale, le palais de marbre fut un cadeau de Catherine II à son favori, Grigori Orlov, qui l'avait aidé à monter sur le trône. Cette superbe grille en fer forgé ouvre sur le jardin d'été, voulu par Pierre le Grand dès 1704, puis aménagé en jardin anglais sous Catherine II. Tout à fait à l'opposé de la ville, la Laure Alexandre Nevski est un haut lieu de spiritualité. Dans les cimetières attenants reposent de nombreux hommes illustres, artistes, membres de la noblesse, hommes d'État et chefs militaires. Entre autres Dostoïevski et des compositeurs comme Rimsky-Korsakov, Moussorgsky, Tchaïkovski. Une cour, entourée de beaux bâtiments monastiques rouges et blancs, conduit à la cathédrale de la Sainte Trinité, où sont vénérées les reliques de saint Alexandre Nevski, prince russe célèbre pour ses victoires militaires, et canonisé en 1547. Photos interdites. Слышат о всех птицах, аллилуйя. Nous quittons la ville en direction de Peterhof, à 30 km. Rival nordique du château de Versailles dont il s'inspire, Peterhof est célèbre pour l'abondance de ses jets d'eau. En 1717, impressionné par sa visite en France, Pierre Ier en confie les travaux à un élève de Lenôtre, Jean-Baptiste Leblond. Dévasté sous l'occupation nazie, il a mis 50 ans à être entièrement restauré.
L'escalier d'honneur, les salles d'apparat et les appartements impériaux rivalisent de luxe et de dorure. Photos interdites. Il vous faudra donc aller sur place pour en découvrir l'éblouissante beauté. Le parc de 1000 hectares borde la rive sud du golfe de Finlande. Ce matin, nous quittons notre hôtel à 2 pas de la Nevski pour humer l'air du marché local. Si quelques babouchkas vendent dans la rue, les commerçants sédentaires sont sous un vaste marché couvert où les produits laitiers côtoient fruits et légumes, œufs d'esturgeon et autres poissons. Nous empruntons le métro, qui est le plus profond du monde pour des raisons géologiques. Moins luxueux que celui de Moscou, il n'en est pas moins impressionnant et d'une propreté exemplaire. Dans ce quartier à mi-chemin entre le centre-ville et le port, quelques symboles de l'ex-URSS avec ce médaillon de Lénine, mais aussi du capitalisme débridé avec ses limousines pour mariage. La cathédrale aux 5 coupoles bleues ou Sainte Trinité date de la fin du XIXe. Le pape y célèbre aujourd'hui des baptêmes à la chaîne, mais il nous est interdit de filmer. Ici furent célébrés le mariage de Dostoïevski et les funérailles du pianiste Anton Rubinstein. Utilisée comme entrepôt sous le régime soviétique, la cathédrale fut rendue au culte en 1990. Nous quittons Saint-Pétersbourg pour la ville de Pouchkine et le palais Catherine ou Tsarskoïe Selo. L'étonnante église néo-gothique de Tchesmé, ou église de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, fut construite en 1780, à l'endroit où l'impératrice Catherine la Grande reçut la nouvelle en 1770 de la victoire de la bataille de Tchesmé sur les Turcs. Il reste encore une statue de Lénine devant le siège des généraux du temps de l'URSS et un gigantesque monument aux morts. Le jeune lycéen Pouchkine fit ses études au lycée impérial dans la ville éponyme, à 2 pas du palais de Tsarskoïe Selo ou palais Catherine. Les bulbes dorés de la chapelle attirent le regard. L'immense façade de style baroque est soutenue par des atlantes, autrefois recouverts d'or. Détruit pendant la dernière guerre, le palais a été entièrement reconstruit. L'escalier d'honneur nous conduit dans l'enfilade d'or. Le volume de la salle de danse, 846 mètres carrés,
est amplifié par les fenêtres et miroirs. Rêvons à son éclat sous 700 bougies allumées. Nous pénétrons ensuite dans la salle où étaient organisées des réceptions pour les chevaliers. Suit la salle à manger blanche avec un service d'apparat fabriqué à la manufacture Gardner de Moscou. Viennent ensuite les salons framboises et verre, ornés de pilastres en verre, en harmonie avec les grands poêles peints au cobalt, imitant la faïence. Entre la salle des portraits qui rend hommage à Catherine II et la salle des tableaux tapissés de toiles de maîtres occidentaux, le célèbre cabinet d'ambre où malheureusement la prise de vue est interdite. Cette pièce, recouverte d'ambre du sol au plafond, est unique au monde. Suit une enfilade d'appartements privés, certains recouverts de soie, et une salle à manger verte d'une extrême finesse. Sur la façade opposée se déploie un parc de 300 hectares avec bains et pavillons baroques réservés aux réceptions intimes. Notre petit tour du propriétaire s'achève avec la fille au pot cassé, inspirée d'une fable de La Fontaine. Aujourd'hui, nous attrapons le premier tram venu pour un tour en banlieue, histoire de voir quelques habitants sans talons aiguilles. Des centres commerciaux alternent avec d'impressionnantes barres d'immeubles. Des constructions plus contemporaines, réalisées par des sociétés chinoises, on se demande bien pourquoi, côtoient des immeubles vétustes. Un petit aperçu qui donne un autre visage à la cité des tsars. Le théâtre Mariinsky a accueilli les plus grands chanteurs et danseurs russes. Pour notre dernière soirée à Saint-Pétersbourg, l'Académie de danse donne son gala de fin d'année.
Le 10 mars 1918, à l'initiative de Lénine, la cité des Tsars perd son rang de capitale au profit de Moscou.